Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'agriculture et la biodiversité. Je me présente Anne-Marie Trudel, conseillère en aménagement et agro-environnement à la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue. C'est moi qui vais animer l'activité de ce matin. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous mentionner que le webinaire il a été organisé dans le cadre du projet L'agriculture complice de la biodiversité, qui s'inscrit au plan d'agriculture durable là, du gouvernement du Québec. Le projet est financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Il s'agit d'un projet collectif porté par quatre fédérations régionales de l'UPA, soit celle de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie-les-Îles, de la capitale nationale Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent. Le projet a pour objectif principal d'améliorer la biodiversité en milieu agricole, puis de mettre en valeur les aménagements et les pratiques réalisés par les producteurs agricoles des quatre régions. Le projet sollicite également divers partenaires dans chacune des quatre régions pour collaborer à la réalisation d'activités de formation et de communication sur l'importance de la biodiversité en milieu agricole. Le webinaire est enregistré pour un visionnement ultérieur, puis il va être disponible sur les sites web des fédérations régionales de l'UPA. Quelques consignes pour les participants. Votre micro et votre caméra sont fermés. À la fin de chaque présentation, il va y avoir une période de questions. Si vous avez des questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses ou utiliser le bouton réaction là, pour lever la main. On vous donnera la parole à ce moment, puis vous pourrez poser votre question de vive voix. Dans ce webinaire, on va aborder la santé et la biodiversité des sols. Plus précisément, il y a deux professionnels de Simica qui vont nous parler de fertilité puis de comment introduire les cultures de couverture dans sa rotation. On va aussi avoir la chance d'en savoir plus sur les projets en cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en lien avec le sujet. Puis pour finir, il y a un producteur de la région qui va témoigner des pratiques qu'il réalise sur sa ferme. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Luc Brodeur, qui est technicien agricole chez Semican, puis aussi Roselyne Gobeil, qui est agronome chez Semican également, là, à débuter avec la première présentation. Merci Anne-Marie. Alors, je vais partager ma présentation. Roselyne va pouvoir intervenir aussi au fur et à mesure. Alors, Anne-Marie, on voit bien ma présentation? Oui, je pense qu'il y a juste un petit délai pour qu'elle se mette plein écran. Oui, c'est bon, c'est parfait. Tout est parti? Alors, ça me fait plaisir d'être ici, de répondre à la demande d'Anne-Marie pour venir discuter de la fertilité des sols, la biodiversité. Bon, tout est relié. Vous allez voir qu'on a une grosse heure devant nous à discuter de ça. Il y a beaucoup de choses, puis j'ai resserré la ceinture parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de matériel, mais je vais essayer d'être bref et précis, mais de bien structurer tout l'ensemble d'informations pour que ce soit facile pour vous de bien comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, oui, on va parler un peu de les cultures de couverture, mais leur rôle dans la fertilité des sols. Mais surtout avant, la grande partie, c'est de bien comprendre comment fonctionne un sol. Et ça, c'est la partie la plus importante. Fait qu'on va commencer avec ça. Ça, on s'entend que c'est pas une photo qui représente l'agriculture, loin de là, mais juste pour faire un lien très important, c'est que nos forêts, c'est un habitat qui est très fertile et n'a pas besoin de fertilisants, n'a pas besoin de travail, n'a pas besoin de tout, suffit. C'est un écosystème, un habitat dont contient un écosystème hyper important. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné de chasse et de pêche et de ce sport-là. Et puis, j'ai aménagé, ça fait 25 ans que j'aménage la faune et je m'aperçois qu'en intervenant au niveau de l'habitat, on a des impacts très importants au niveau, est-ce qu'on va avoir plus ou moins de chevreuils, est-ce qu'on va avoir l'effet d'avoir des prédateurs, l'effet d'avoir des... Il y a beaucoup d'interventions qui fait que cette biodiversité-là va avoir un impact sur la fertilité de la forêt et sur la croissance de la forêt. Fait que
tout ça pour avoir un lien avec l'agriculture. Je vous mets un lien. Dans le fond, le pourquoi que la forêt est productive comme ça, c'est qu'on travaille, comme je vous disais, on ne travaille jamais les sols, très peu de produits chimiques, donc la vie biologique est très présente. Donc, les sols sont toujours couverts. Des racines vivantes du printemps aller jusqu'à l'hiver. Fait que il y a toujours des plantes vivantes qui viennent nourrir la vie, la biologie dans le sol. Une grande quantité de diversité et les animaux qui sont inclus dans cet écosystème-là. C'est ce qui fait que la forêt est si fertile. Si on compare ça en agriculture avec les prairies, vous le savez, un retour de luzerne, c'est toujours beaucoup plus productif. Là. Dans la région ici, on est dans la région de Saint-Hyacinthe, Actonville, Drummondville. Euh, un maïs qui est cultivé sur un retour de prairie, une luzernière, va donner au minimum 1 tonne à l'acre de plus. Ça, c'est 2,5 tonnes à l'hectare de maïs. C'est énorme comparativement à un producteur qui est en grande culture continuellement. L'autre aspect aussi, les packages. Les packages, on entend parler souvent, c'est quand on cultive une plante comme un maïs, soya ou une céréale sur un ancien champ de package, bien, les producteurs vont souvent dire, oh oui, mais ça, c'est un ancien package, c'est normal, c'est plus productif. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi que c'est plus productif? Une prairie, un retour de prairie ou un retour de package? Et c'est là qu'on va décortiquer au niveau du sol comment que ça travaille. OK? Fait que le sol, ce qu'il faut comprendre, c'est comme la forêt, c'est un habitat. Le sol, c'est carrément un habitat où il y a un écosystème. D'ailleurs, il y a plus de 25 de notre biodiversité sur la planète qui se situe dans le sol. Et on le connaît très, très mal. Comment ça fonctionne? Euh, les plantes ont la capacité d'aller capter le gaz carbonique de l'air et d'en transformer en forme ligneuse, on transforme différents matériaux carbonés qui, elles, vont nourrir la biologie. La biologie n'a pas cette capacité de transformer le gaz carbonique en carbone qui est sa propre nourriture. À l'inverse, la plante n'est pas capable de minéraliser tout ce qui est minéraux, phosphore, potasse, magnésium, euh, azote. C'est tout transformé par la biologie du sol. Fait qu'il y a symbiose entre les deux. C'est ce qui arrive, c'est que la biologie nourrit la plante en minéraux et à l'inverse, la plante nourrit la biologie en carbone. Et c'est pour ça qu'il y a souvent symbiose. C'est tellement important pour les plantes que au moins la moitié, des fois un peu plus, de l'énergie qu'elle va produire en photosynthèse va servir à seulement nourrir la biologie du sol. Tout ça pour vous dire comment que la biologie est vraiment importante au niveau du sol. Et ça, on la connaît très mal encore. Fait que c'est un écosystème, les plantes vivent en symbiose, c'est une maison, c'est ça qu'il faut retenir, c'est carrément un habitat pour la vie microbienne. C'est surtout un capital qu'il faut laisser aux générations futures. Ce qu'on veut, c'est améliorer nos sols et non pas les dégrader, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nos sols se dégradent très rapidement. Et c'est une production de meilleure qualité. Et ça, il y a des études qui ont démontré qu'aujourd'hui, on se doit de manger 3 à 4 fois plus de légumes qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, juste par la qualité de nos aliments. C'est 2 à 3 fois plus de viande qu'il faut manger que dans ces années-là, parce que notre qualité de nourriture se dégrade énormément. Alors ça, les sols, c'est vraiment un aspect hyper important à ce niveau-là. On se sert de nos sols pour faire pousser les plantes. Et ça, là, il y a un conférencier américain qui avait sorti ça, cette phrase-là, qui était vraiment excellente. Et si on se servait des plantes pour augmenter la fertilité de nos sols, pourquoi qu'on ne fait pas l'inverse? Plus on va mettre de carbone au sol, plus notre sol va être fertile. Et c'est là qu'on s'en vient. Et vous allez voir, là, ce qu'on va expliquer, dans le fond, c'est les quatre processus de fertilité du sol qui fait que votre sol va bien produire. Le premier processus, c'est le cycle du carbone. Le rôle du cycle du carbone, c'est de nourrir la biologie du sol. Et ça, sur 3 formes. Au niveau du carbone, on a les exudats racinaires, on a les résidus carbonés qui vont nourrir la vie microbienne et on a l'humus qui est formé par ces résidus-là qui vont nourrir une autre forme de vie microbienne. Fait qu'on a 3 types de produits carbonés. D'abord, les exudats racinaires qu'on appelle le liquid sun, qui est un liquide très sucré qui favorise la vie microbienne autour des racines. Donc, c'est un échange
La plante va nourrir cette vie microbienne-là et en échange, la vie microbienne va pouvoir apporter les minéraux dont la plante a besoin. Regardez ici une petite vidéo, comment que les radicelles vont produire, vont dégager ces exudats racinaires-là qui vont nourrir la vie microbienne. Ça, c'est hyper important. Fait que l'effet d'avoir beaucoup de racines au niveau du sol va avoir un effet très, très important au niveau de la biomasse, de la biologie dans le sol. Résidus carbonés, ben on sait les carbones labiles, le carbone frais, tous les résidus frais de l'année sont riches en carbone, mais pauvres en éléments minéraux. Ça, il faut bien comprendre. Les résidus riches en carbone laissés en surface du sol forment un humus de meilleure qualité. Et ça, c'est un aspect qu'on connaît mal parce qu'on travaille tous nos sols. On incorpore nos résidus dans le sol, ce qui fait que c'est les bactéries qui vont dégrader la matière organique au lieu que ce soit les champignons au départ. Et un résidu carboné dégradé d'abord par les champignons va résister beaucoup plus longtemps dans le sol qu'un résidu dégradé par les bactéries. On parle dans les bactéries d'un 6 à 18 mois, alors que les champignons, la matière organique peut durer de 30 à 40 ans dans le sol. Et c'est là que ça a un impact pour augmenter notre matière organique au niveau du sol. Plus le C sur N est élevé, plus il y aura d'apport d'azote. Et ça, c'est très difficile à comprendre dans le sens, vous allez comprendre un peu plus loin. Puis, je ne l'explique pas tout de suite, mais l'effet d'avoir beaucoup de carbone va vous apporter beaucoup d'azote. Rôle de la matière organique, l'humus. Un autre aspect d'un résidu carboné qui est hyper important, c'est dans le bord, c'est l'énergie pour les micro-organismes. Il y a beaucoup, il y a pas beaucoup, mais il y a une certaine quantité d'azote qui se dégage de la matière organique qui est dégradée lentement par la biologie. Mais l'humus ou la matière organique aussi, ça augmente la CEC. Donc, la banque, le réservoir de nutriments, ça se trouve dans la CEC. Quand on parle de complexe argilo-humique, humique, c'est la partie humus. Fait que ça, c'est plus pauvre en carbone. On parle d'un ratio 8 à 10 C pour un azote. Mais par contre, c'est riche en minéraux. Fait que on parle d'un autre aspect. Fait que la matière organique, je vous dirais que la matière organique, c'est probablement un des aspects qui nous manque le plus ou qui se dégrade rapidement, qui fait que nos sols deviennent de moins en moins fertiles. Autre aspect qu'a la matière organique, fixation de l'eau. Chaque pourcentage de matière organique, pour 1% de matière organique, on peut résorber 17 à 25 000 gallons d'eau à l'autre. C'est énorme. Fait que ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de matière organique pour rendre les sols plus résilients. Fait que ça en est une forme de fertilité des sols. Et la porosité. L'effet d'avoir de la matière organique va améliorer la porosité du sol. On sait qu'un sol qui a une bonne porosité, on parle d'à peu près 50 à 55 de porosité, va travailler beaucoup mieux qu'un sol qui est en bas de 50, autour de 44, 45. On voit que les sols respirent mal et deviennent de moins en moins fertiles. La matière organique, c'est tous des avantages qu'on a à vouloir l'améliorer et l'augmenter. Le cycle du carbone, oui, on parle souvent du cycle du carbone aussi pour l'environnement. On sait que bon, le réchauffement de la planète, couche d'ozone et tout le surplus de gaz carbonique qui fait réchauffer la planète. Ce qu'on parle, c'est que le sol est probablement est un des deux poumons de la planète. Et le premier poumon, on parlerait de l'océan. L'océan est un très, très grand capteur de carbone, mais les sols sont le deuxième plus grand capteur de carbone. 1 à 2 de matière organique dans le sol qu'on incorporerait à la grandeur de la planète éliminerait les 100 dernières années de pollution. Fait que c'est une belle solution de vouloir augmenter la matière organique dans nos sols pour faire changer un peu notre climat. Mais à la base, oui, pour l'environnement, mais je vous dirais que la séquestration du carbone pour les agriculteurs, c'est vraiment pour la fertilité de vos sols. Plus vous allez avoir de carbone dans vos sols, plus vous allez avoir de nourriture pour votre biologie, un peu comme le cerf au niveau de la forêt. Plus il y a de la nourriture, plus il va y avoir de chevreuils. Mais c'est le même principe au niveau de la biologie. Ce qu'on veut, c'est nourrir cette biologie-là pour avoir une grande quantité et rendre le sol de plus en plus fertile. Et vous allez voir plus loin tous les impacts que ça a, la biologie, tout l'impact qu'elle peut avoir sur votre sol.
C'est un exemple ici. Ça, j'ai bien aimé cet exemple-là. C'est un champ de maïs en silage. Tout ce qui est en jaune a été ensilé, un ensilage de maïs. Fait que tout ce qui est en jaune est ensilé, sauf la partie qui est verte, que le producteur avait trop de maïs en silage, il l'a laissé debout, le récolté en maïs grain et a laissé les résidus au sol. Le printemps d'après, a fait un semi-direct de soya et regardé la récolte de soya, comment elle a été affectée par le surplus de carbone laissé au sol. Fait que ça, c'était un exemple qui est très, très, très marquant du résultat de carbone au niveau du sol. Ici, je vous fais partir la vidéo, puis prenez le temps de regarder la date en bas. Vous voyez le 10, 11, 12, 13, 14, ça monte au mois de janvier. Et à partir du mois de mars, vous allez voir, ça, c'est des images de la NASA. Plus c'est rouge foncé, plus vous avez de gaz carbonique au niveau de l'atmosphère. Et vous allez voir qu'à partir du mois de mars, ça vient de plus en plus rouge. Et la partie la plus élevée va être dans le mois d'avril. Mai va commencer à ralentir et au mois de juin, on va commencer à revoir le bleu. Il va y avoir de moins en moins de gaz carbonique. Et là, je vous pose la question, quelle est la cause d'avoir le gaz carbonique qui augmente dans l'atmosphère dans ces périodes-là de l'année? Alors, vous voyez ici au mois d'avril, ça commence à s'intensifier, de plus en plus de gaz carbonique. Et ce qui se passe dans ces moments-là, bien, dans le sud des États-Unis, on commence à travailler nos sols et plus on monte, plus on travaille nos sols. Et l'effet de travailler nos sols rejette énormément de gaz carbonique au niveau de l'atmosphère. Vous voyez, là, à partir du mois de mai, là, déjà, on voit que c'est moins pire. Déjà, les plantes qui ont été semées dans le sud des États-Unis commencent à absorber le gaz carbonique pour se nourrir. Et au mois de juin, vous voyez le bleu qui revient de plus en plus et le gaz carbonique disparaît. Alors, l'effet de travailler nos sols, bien, on incorpore l'oxygène. L'oxygène qui s'associe au gaz carbonique, bien, forme le CO2 et s'évapore au niveau de l'atmosphère. On perd environ 500 à 600 kilos d'humus à tous les fois qu'on travaille notre sol. Ça paraît pas gros parce qu'on sait que, bon, pour 1% de matière organique, c'est 40 tonnes d'humus. Fait qu'à l'œil nu, en quelques années, on ne peut pas voir la différence. Mais quand on voit de deuxième, troisième génération au niveau d'une ferme agricole, c'est là qu'on peut voir une perte de 1, 1,5, 2% de matière organique. Et ça a des impacts majeurs sur la fertilité des sols. Fait que l'effet de travailler continuellement nos sols, ça peut avoir un gros problème. En fait, dans le monde, on a perdu 50 à 80% de notre matière organique. Et dans le sud, on voit encore la problématique qui est beaucoup plus rapide. On parle au Brésil ou dans l'Amérique du Sud, des périodes où c'est des grandes chaleurs à l'année longue, bien, la matière organique se dégrade beaucoup plus rapidement, éventuellement. L'autre aspect, 30%, l'effet de travailler nos sols comme ça, bien, on a perdu 30% des terres agricoles ont été abandonnées dans les 40 dernières années. C'est énorme. C'est énorme. Et ça continue à coût de 25 millions d'acres par année. Tout ça parce qu'on travaille agressivement nos sols et ça a des impacts sur notre matière organique qui, par le fait même, diminue énormément la fertilité de nos sols. Les premiers au Québec à avoir vu cette diminution-là, c'est nos producteurs de pommes de terre. Et vous comprendrez que les producteurs de pommes de terre, c'est ceux qui travaillent le plus le sol, c'est ceux qui ont dégradé plus rapidement le sol et ils l'ont vu. Et ils ont été les premiers à implanter des cultures de couverture pour augmenter cette matière organique-là et ils ont vu des bonnes différences au niveau de la fertilité. Fait que c'est hyper important de conserver cette matière organique-là. Maintenant, on a vu le premier cycle de fertilité. Le deuxième, on l'appelle le cycle des minéraux, mais je pourrais l'appeler carrément la biologie. Le cycle de la biologie parce que c'est la biologie qui rend assimilables les minéraux pour les plantes. Donc, la biologie nourrit les plantes carrément. C'est 85 à 90% des minéraux passent par la biologie pour être ensuite assimilés par les plantes. Il faut comprendre que cette vie-là mange du carbone et le transforme en azote, en phosphore, potasse, calcium, magnésium, oligo-éléments et ainsi de suite. Mais ça passe par la vie microbienne quand elle se nourrit de ces végétaux, de ce carbone-là créé par les végétaux. Je parle de forme d'azote qui est quand même important parce que dans la nature, si vous regardez ça, c'est rare qu'on voit des nitrates au niveau naturel. Tout est recyclé pour reformer
sous forme de d'urée ou d'acide aminé ou d'ammoniac. Tous des types d'azote qui sont fixés au sol et qui sont retenus. Alors que les nitrates, lorsqu'on travaille nos sols, encore une fois, on incorpore de l'oxygène, notre azote va s'associer à l'oxygène et former des nitrates qui sont lessivables et donc on perd cet azote-là qui est non accessible à nos plantes, donc une perte de fertilité des sols. Et la biologie, en plus de rendre assimilables les minéraux pour les plantes, va structurer le sol, va créer la porosité. Plus que de vie dans le sol, combiné avec la matière organique, va créer cette porosité-là qui va rendre les sols. Tantôt, on parlait de forêt. Là. La forêt, on peut aller des fois au-delà de 55% de porosité. C'est exceptionnel. Quand il y a une pluie, la pluie rentre très facilement. Il y a une bonne infiltration d'eau. Il y a de l'air pour la vie microbienne. Donc, tout est en place pour que le sol fonctionne très bien. Donc, la biologie a ces impacts-là. Ici, je voulais juste vous montrer l'impact d'un sol mal structuré qui manque d'air. Mais aussitôt qu'il y a une pluie, regardez toutes les zones de maïs qui sont jaunies parce que les racines baignent dans l'eau. Eh bien, ça fait partie des pertes de fertilité. L'effet d'avoir un sol qui était mal structuré et donc mauvaise infiltration d'eau. Donc, puis on le sait, de plus en plus, notre climat change. Fait que l'effet d'avoir des températures très chaudes crée des climats, souvent des grosses ondes de pluie ou ben non des grosses sécheresses. Fait que ça devient très, très irrégulier à cause de ça. Un autre exemple ici, regardez, c'est un champ de soya, des belles parties vertes et d'autres parties très jaunes. Et cette fois-ci, ce n'est pas le surplus d'eau, mais le simple fait que c'est un producteur de pommes de terre qui avait ces sols-là, ces sols très, très dégradés, très peu poreux et tellement, tellement peu poreux, excusez, que les rhizobiums liés au soya ne pouvaient même pas survivre. Et c'est ça exactement ce que ça donnait. Alors, quand on parle de porosité du sol, bien, on parle de fertilité. En ce moment-là, la vie microbienne, le rhizobium, ne pouvait pas vivre, ne pouvait pas survivre et s'associer à la plante, donc apporter l'azote que le soya avait de besoin pour croître. Fait que ça en est des exemples de fertilité des sols. Fait qu'on veut avoir un sol poreux, un sol structuré, puis ça, c'est créé par le carbone et par la vie microbienne. OK? Puis là, on s'en vient de plus en plus, on parle de. Bon, il y en a qui appellent ça de trucs de produits de perlimpinpin ou toutes sortes de produits. On parle, mettons, de rhizobium, de mycorhizes, de bactéries. Ce sont tous des produits qui s'en vont de plus en plus. L'agriculture s'en va de plus en plus dans cette direction-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, comme j'expliquais tantôt, c'est pour que ça fonctionne, ça prend un habitat, un sol en bon état. Sinon, votre biologie ne peut pas vivre et croître dans un habitat qui n'est pas en bon état. Fait que oui, ça fonctionne. La mycorhize fonctionne dans la mesure où ce que votre habitat, votre sol est en bonne condition. Et c'est pour ça que certains gens ont plus ou moins de succès parce que souvent, il y a une lacune à un autre niveau qu'il faut bien comprendre. Je ne vous parle pas des produits parce que c'est pas ça l'objectif, mais de parler, mettons, avec les rhizobiums qui s'associent aux légumineuses, ça a un impact pour aller chercher l'azote de l'air. On a des bactéries qui vont aller chercher, ils vont faire assimiler le phosphore qui est non assimilable dans le sol. C'est des bactéries qui vont dégager les phosphores liés au fer, à l'aluminium, et vont les rendre assimilables aux plantes. Dans le fond, c'est comme la nature travaille, mais on va le chercher maintenant en agriculture pour nous aider à aller un peu plus vite. Le Vita, qui est une bactérie pour les pommes de terre, on a eu des très, très bons résultats cette année, va chercher le phosphore qui est non assimilable encore une fois. La mycorhize. La mycorhize, avant, ce qu'on faisait, la mycorhize, c'est qu'on la mettait directement sur le maïs, sur le céréales ou sur le soya et ça prend un certain temps à développer la mycorhize. Alors, la céréale, le maïs ou le soya prenait plus d'énergie à développer la mycorhize que l'inverse. Alors, c'est de la façon de le travailler des fois qui fait que ça peut fonctionner mieux que d'autres. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas la mycorhize sur le maïs ou la céréale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre soit dans une prairie, dont la mycorhize va se développer pendant 3-4 ans,
ou sur une culture de couverture à l'automne. Il va y avoir toute l'automne et il va y avoir une partie de l'hiver parce que les mycorhizes vont continuer à se développer plus profondément. Et au printemps, la mycorhize est déjà présente et là, le maïs ou les céréales ou le soya va connecter beaucoup plus rapidement. Et c'est là qu'on a des effets positifs. Fait que souvent, c'est dans la façon de le travailler ou dans l'habitat, dans la condition du sol qui fait qu'un produit peut fonctionner ou non. Fait que ça, c'est une petite parenthèse que je voulais vous amener. Fait que mycorhize, oui, on multiplie les racines par 15, on explore le sol multiplié par 1000, donc ça apporte beaucoup de minéraux aux plantes, mais aussi, ça assure la nutrition, mais ça diminue les stress hydriques et va protéger contre les pathogènes. Les champignons mycorhiziens, pas beaucoup de gens qui en parlent, mais ça protège contre les pathogènes qui vont être souvent apporter des racines. Puis les champignons mycorhiziens aussi essentiels aux agrégats du sol. Dans le fond, les champignons est probablement la plus belle qualité de carbone qu'on peut retrouver au niveau de nos sols. Et c'est des carbones qui résistent très longtemps dans le sol, vont persister 30, 40, voire des fois 100, des fois des milliers d'années. C'est très, très, très performant le carbone qui est apporté par les champignons. Si c'est un exemple d'une prairie, un retour de luzerne, on a semé un blé d'automne sur un retour de luzerne qui aurait pu avoir une mycorhize développée pendant 3-4 ans. Et là, la céréale d'automne aurait connecté directement avec un système de mycélium mycorhizien vraiment impressionnant. Et c'est là que l'impact est vraiment intéressant. Fait qu'ici, on a un blé d'automne qui était vraiment de toute beauté à l'automne, semé direct dans une luzerne. Euh, donc, les structures, le sol était structuré à mort, il y avait beaucoup de carbone, une vie microbienne très, très élevée. On le sait, des retours de luzerne, c'est très fertile. Fait que on voit là, comment que le blé est vert et beau en santé et très, très bien démarré pour le printemps suivant. Troisième cycle. Fait qu'on a vu le carbone qui nourrit la biologie, on a vu la biologie qui nourrit les plantes. Maintenant, le cycle de l'eau. Troisième point hyper important. Le cycle de l'eau, on le sait, hein, dans la photosynthèse, c'est l'élément de base. Si on veut produire des sucres, ça prend de la photosynthèse. Et la photosynthèse, on a de l'eau. On va le voir un petit peu plus loin. Le cycle de l'eau, on sait que l'eau de pluie, c'est 40% provient de l'évapotranspiration des plantes. Alors, quand on dénude nos sols, qu'on laisse nos sols à nu, ça l'empêche cette évapotranspiration-là qui va servir d'eau de pluie. Nos forêts, quand on les coupe à blanc, c'est la même chose. Oui, séquestration de carbone, mais évapotranspiration de l'eau de pluie provient des plantes. Donc, on a besoin des sols couverts et de vivants, de plantes vivantes pour s'assurer d'avoir la quantité d'eau qu'on a besoin. Un sol bien structuré va permettre une bonne infiltration d'eau. Un sol continuellement travaillé va boire environ 10 à 13 mm d'eau à l'heure. Tandis qu'un sol comme une prairie peut boire pas loin de 100 mm d'eau à l'heure. C'est rare qu'on voit des trous d'eau dans une luzernière. C'est très, très rare. L'eau s'absorbe très rapidement. Et ça a comme impact de garder de bons volumes d'eau dans le sol, des réserves d'eau pour que la plante ne manque pas d'eau pour faire sa photosynthèse. L'autre aspect, on a parlé tantôt, la matière organique. Fait que le cycle de l'eau, plus vous avez de matière organique, n'oubliez pas, si vous passez de 3 à 5 de matière organique, le 2 va vous amener un 35 à 40 000 litres d'eau à l'autre de plus, juste l'effet d'avoir la matière organique. Fait que le cycle de l'eau, là, vous savez, gaz carbonique plus le H2O qui est l'eau, plus l'énergie du soleil, va faire plusieurs types de molécules de carbone, des sucres différents, et c'est de là que la plante va croître et va nourrir la biologie du sol. Donc, et également, les plantes, je fais une parenthèse comme ça, c'est un thermorégulateur, donc carrément une thermopompe. Vous le savez, en dessous d'une forêt, vous allez dans un champ agricole, vous allez dans une ville, il peut faire 35 degrés, vous allez en campagne, il va faire 31, puis vous allez en forêt, en dessous, il va faire 23, 24. Fait que l'effet d'avoir des arbres, des plantes qui protègent le sol va diminuer la température au niveau du sol. Fait que ça, c'est un autre aspect que les plantes ont
qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Quatrième point, fait qu'on a vu trois principes jusqu'à maintenant. Le quatrième processus de fertilité, c'est la biodiversité. On le sait, c'est un peu le thème de la journée aujourd'hui. La biodiversité a des rôles hyper importants. Quand on parle ici en agriculture, bon, ben, les cultures de couverture, ce qu'on vise, c'est la biodiversité au niveau. Dans le fond, la culture de couverture, en période où ce que mettons, je vous donne un exemple, les céréales qu'on va récolter au mois d'août, et on est à peu près 2 mois sans avoir de plantes vivantes qui vont continuer à nourrir cette biologie-là dans le sol. C'est hyper important. Je vous l'ai dit tantôt, 25% de notre diversité se retrouve dans nos sols. La diversité de la planète, il y en a 25% qui se retrouvent dans les sols. Que ce soit des champignons, des bactéries, des vers de terre, les algues, les protozoaires, les nématodes, ce sont tous de la biologie qui ont un rôle hyper important au niveau de la fertilité du sol. Juste un ordre d'idée, des vers de terre, là, il y a des études qui ont démontré jusqu'à des vers de terre peuvent produire jusqu'à 600 kg à l'hectare d'azote juste par les vers de terre quand on a une grosse population. C'est clair que ce n'est pas tout accessible aux plantes. Il y a de la vie microbienne qui va s'en servir, mais c'est vraiment un impact majeur au niveau du sol pour avoir des retours d'azote. Biodiversité aussi au niveau des plantes. Légumineuses, quand on regarde la biomasse microbienne autour de la rhizosphère, bien, les légumineuses, c'est fois 50. Beaucoup, beaucoup de vie microbienne s'associe aux légumineuses et ça, c'est une de leurs forces, que ce soit des rhizobiums ou d'autres types, des mycorhizes. Les mycorhizes adorent les légumineuses et vice-versa. Les céréales, c'est fois 30 et les crucifères, fois 2. Crucifères, il y a beaucoup moins de biomasse microbienne. Par contre, c'est des plantes qui travaillent carrément différemment. Des plantes qui, carrément des pompes à nitrate, des pompes à potasse, des pompes. Ils vont recycler énormément de minéraux pour les retourner à la culture suivante. Biodiversité aussi, au niveau des racines aussi. D'avoir des racines profondes, pivotantes, très fortes, qui vont structurer différemment à des racines en superficie, fibreuses. L'effet d'avoir toute cette diversité-là de racines va donner un impact sur la structure du sol. Chaque racine, chaque plante a ses propres microbes qui vont avoir des forces, un peu comme je vous explique, un peu comme pour le tournesol et le sarrasin, vont rendre assimilable le phosphore qui était non assimilable. Va aller chercher du phosphore, va avoir sa force. Le tournesol, lui, sa force aussi, va avoir le zinc. Il va aller chercher du zinc au niveau du sol. Fait que chaque plante a ses propres microbes et va apporter une quantité X de minéraux propres à chacune des plantes. Je vous donne des exemples un petit peu plus loin. Et aussi, se spécialise dans l'assimilation de différents minéraux. Je vous donne un exemple ici, 7 tonnes de févrole, qui est une légumineuse, va vous apporter un 210 pour 7 tonnes de matière sèche à l'hectare. Vous allez avoir à peu près 210 unités d'azote qui vont provenir de l'air. Donc, c'est un ajout d'azote au niveau du sol. Avec un 30 unités de potasse, 150 30 de phosphore, 150 de potasse, un peu de soufre avec un peu de magnésium. Et si on compare ça à une brassicacée comme le radis fourragé, bien, vous avez un 280 unités d'azote. Hein. On s'entend que ce n'est même pas une légumineuse, mais apporte encore plus d'azote, donc une pompe à nitrate. Et regardez la quantité de potasse. Une énorme quantité de potasse, 250 unités de potasse et 65 unités de soufre. On sait que le soufre est lessivable à l'automne. Fait que de mettre une crucifère dans un mélange de culture de couverture va vous sauver beaucoup de soufre au niveau du lessivage et beaucoup d'azote, des nitrates. Fait que ça, c'est des exemples. Fait que l'effet d'avoir de la légumineuse, des crucifères, des graminées dans un même mélange va vous apporter différentes stratégies comme ça. Ça, c'est important de le comprendre. Fait que les cultures de couverture, l'objectif, c'est un peu de discuter des impacts que ça peut avoir, le rôle qu'ils ont au niveau du sol. Ben, comme je vous l'ai expliqué, ça favorise la vie microbienne parce qu'elle va continuer à nourrir cette biologie-là du sol pendant que la plante, la céréale, le maïs ou le soya n'est plus là. On va rallonger la saison. Protection contre l'érosion.
On veut un sol qui est structuré avec des beaux agrégats bien en place. Fait que ça va améliorer la structure de sol. Donc, va améliorer en même temps l'infiltration d'eau, qui est hyper important pour la photosynthèse. Va recycler les minéraux du sol, vous l'avez vu. Va recycler les fumiers, les lisiers, donc va valoriser tous ces éléments-là. Augmentation de la matière organique dans la mesure où ce qu'on fait beaucoup de matière sèche. C'est clair que si vous semez un engrais vert un mois avant l'hiver, puis que ça pousse 5-6 pouces de haut, puis que c'est très tendre, très riche en eau, vous n'aurez pas une grosse augmentation de matière organique. Mais si vous faites des gros engrais verts, je vais vous montrer des exemples tantôt, vous allez comprendre, c'est des grosses quantités de matière sèche. Meilleur contrôle des mauvaises herbes et diminution de la température du sol. C'est tout ça qu'on veut. On veut un habitat pour que la biologie du sol soit en forme, travaille. On sait que nous, travailler à 33 degrés, c'est pas plaisant, mais c'est la même chose pour les bactéries. C'est la même chose pour la biologie du sol. Ce qu'on veut, c'est des conditions de sol où ce que la biologie va être effective et va être très productive. Et amélioration de la biodiversité des plantes. Ce qu'on veut, c'est dans une culture de couverture, vous allez voir dans les mélanges on va parler plus loin, souvent on favorise 3 grands groupes dans un mélange, soit les graminées, les légumineuses et les feuilles larges. 3 grands groupes qui travaillent complètement différemment vont amener une diversité. Fait que de fait, juste d'avoir ces 3 plantes-là, ce n'est pas des mélanges très complexes, mais ils vont être très efficaces parce qu'on a 3 plantes qui travaillent complètement différemment. Le catalogue, si vous voulez, sur le site de Semicam, vous pourrez aller voir ça. Là, on a une trentaine d'espèces de cultures de couverture expliquées individuellement avec des photos, taux de semis, un paquet d'informations qui est super intéressante. Dans le catalogue aussi, on a une vingtaine de mélanges déjà toutes faites d'avance avec le fonction. Chacun le fonction, le pourcentage de chacune des plantes qu'il y a dans le mélange. Et également, pour vous aider à prendre de bonnes décisions, ce qu'on a, c'est, bon, on a les mélanges de cultures intercalaires aussi qui vont avec les cultures de couverture, mais on a un tableau décisionnel qui, avec 4 questions, va vous amener à un choix de 2, 3 mélanges, ce qui est vraiment facile pour vous de prendre la bonne décision. Fait qu'on on pose la question, est-ce qu'on veut un annuel, une biannuelle, avec fumier, sans fumier, avec avoine, sans avoine, et classique ou premium. Classique, c'est des mélanges plus simples, moins dispendieux. Premium, c'est plus de diversité, plus complexe, un peu plus dispendieux, mais va avoir des effets différents. Fait que selon vos besoins, vous avez toutes les informations, taux de semis, le nombre de semaines requis pour avoir une bonne croissance pour ce mélange-là. Fait que c'est super facile à gérer. Je vous donne des exemples ici. Quelqu'un qui n'aurait pas de fumier ou pas de lisier, souvent va travailler plus avec des légumineuses comme des mélanges avoine-pois, très simples, pour aller chercher un surplus d'azote. On peut travailler avec des mélanges plus complexes, comme ici, tournesol, sarrasin, sorgho, vesse. Fait que ce que vous voyez ici, c'est que vous avez 2 feuillages, qui est le sarrasin et tournesol, qui vont aller chercher beaucoup de phosphore au niveau du sol. La légumineuse qui va aller chercher de l'azote et un peu de soufre. Et la graminée et tournesol va structurer le sol en profondeur. Donc, beaucoup de fonctions avec ces 4-5 plantes-là qui vont apporter une belle fertilité au niveau du sol. Ici, des fois, les gens qui ont beaucoup de lisier, beaucoup de fumier, je vais favoriser beaucoup les crucifères qui sont des championnes en valorisation de ces produits-là. Et l'effet d'avoir graminé, crucifère. On pourrait rajouter une petite légumineuse en petite quantité aussi, juste l'effet d'avoir la biodiversité, mais c'est la crucifère à ce moment-là qui va bien performer. J'aime beaucoup travailler avec les crucifères avant une implantation de soya. Puis vous l'avez vu tantôt, le soya, ce qu'il a besoin, c'est phosphore, potasse, soufre, et c'est exactement ce que la crucifère va apporter pour la culture suivante. Fait que ça, c'est des belles stratégies. Des fois, selon la culture qui s'en vient, on peut choisir des plantes qui vont favoriser la croissance de la culture qui s'en vient. Exemple, je vous donne quelques exemples de fermes qu'on a eues. J'ai un producteur de choux et d'oignons dans le coin de Saint-Rémy qui avait des grosses problématiques, un sol qui était pratiquement mort, avait très peu de très peu fertile. Dans le fond, le jeune, ses 2 frères d'à peu près 47-48 ans, il me contait que quand il était avec le grand-père jeune, le grand-père ne faisait pas de but sur la production de choux, il ne mettait pratiquement pas d'engrais et ça poussait tout seul.
aujourd'hui, sont obligés de faire des buts parce que l'eau ne pénètre plus dans le sol et mettre une quantité d'engrais hallucinante, puis ça a de la misère à pousser. Alors, il voyait qu'il y avait un sérieux problème au niveau du sol. Je l'ai rencontré, je lui ai expliqué tous les processus de fertilité. On a fait une stratégie et c'est ce qu'on a fait. La première année, on a pris un trésor qui était vraiment mal en point, un sol là, qui me coulait entre les doigts, aucune structure, pas de vie, pas de verre de terre, il n'y avait rien. Fait qu'on on a mis un mélange pour apporter beaucoup de carbone. Ce qu'on veut, c'est ramener la matière organique, augmenter cette matière organique-là, structurer le sol en profondeur. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un sorgho soudain, qui a des racines hyper profondes et très, très puissantes, un tournesol. On a mis un soya fourragé que vous voyez en sous-étage qui est vert et un peu de sarrasin. Fait que ce que ça a comme effet, on a respecté nos 4 processus, une grande quantité de carbone qui a nourri notre biologie du sol avec une structure qui a fait que l'infiltration d'eau est de beaucoup supérieure et on a respecté les 3 grands groupes de plantes pour avoir notre biodiversité, c'est-à-dire la graminée, les légumineuses et la feuillage. Fait que feuillage, on avait le tournesol. Regardez la quantité de racines que ça fait. Puis là, je n'ai pas de pointeur, là, mais si vous remarquez, il y a une grosse racine pivotante qui a été coupée au centre vis-à-vis la tige en bas. Là. Et ça, là, c'est une racine pivotante qui descend en profondeur, qui structure le sol en profondeur, plus les racines superficielles. J'adore le tournesol pour structurer un sol. Et regardez ici le sorgho soudain. Des racines hyper puissantes. C'est une plante C4, donc une plante très résistante aux sécheresses qui va développer ses racines en profondeur. C'est gros, regardez les racines, c'est gros comme un linguini. C'est vraiment une belle grosseur de racines qui descend. Puis vous voyez au cœur des racines, vous avez un beau ver de terre. Encore une fois, le ver de terre qui vient se nourrir des exudats racinaires et des bactéries qui se situent autour des racines. Regardez le soya fourragé, racines pivotantes, très profondes avec les racines superficielles, un peu comme le tournesol. C'est un nouveau soya que Semican a importé. Regardez le volume que ça peut créer. On parle dans les basses unités thermiques, un 7-8 tonnes de matière sèche hectare, mais on a vu dans la région de Montréal des 10, 12, 13 tonnes de matière sèche hectare. Quand on sait que ça peut apporter 30 unités d'azote par tonne de matière sèche, c'est beaucoup d'azote. C'est une très belle légumineuse. Sarrasin, regardez les racines, comment ça travaille. Il n'y a pas une machinerie agricole qui travaille un sol comme des racines comme ça. Pas une. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on veut travailler notre sol, structurer notre sol, c'est avec des racines qu'il faut le faire. Et ce mélange-là nous donnait des excellents outils pour en arriver à ça. Je vous expliquais tantôt l'effet d'avoir des résidus sur le sol, de laisser se décomposer des résidus sur le sol va augmenter plus rapidement votre matière organique. Par contre, ça prend des bons outils pour le faire. Ça prend des outils, comme dans ce cas-ci, nous, on avait un outil semi-direct qu'on pouvait semer un seigle avec veste velue, un semi-direct dans le végétal et laisser se décomposer ce végétal-là en surface du sol. Et ça nous permet d'augmenter notre matière organique beaucoup plus rapidement. Dans le cas où vous n'avez pas les bons outils, dans ce moment-là, c'est de le faucher, laisser un peu se déshydrater, le travailler en superficie et de ressemer après. Donc, des fois, un petit coup de déchaumeuse, c'est beaucoup moins agressif qu'une charrue. Fait que le fait de ne pas travailler en profondeur, vous gardez votre structure de sol et toutes les racines en profondeur, qui fait que votre eau, votre infiltration d'eau va rentrer beaucoup plus facilement et vous allez avoir des réserves d'eau pour la culture suivante. Je vous montre une petite vidéo. Je vous ai expliqué tantôt, le sol était complètement dégradé. Le sol me coulait entre les doigts. Il n'y avait plus de vers de terre, il n'y avait plus rien. Et en une seule année, vous allez voir, les vers sont tout petits, mais en une seule année, vous allez voir l'impact que ça a eu. Regardez la structure du sol, regardez les vers de terre. J'ai un coup de pelle, là. Un ver de terre, un autre petit ver de terre. Regardez le sol, comment il est structuré. Quand je le coupe, regardez le gros trou. Regardez le gros trou, la racine, comment ça a fait un trou. Ver de terre. Regardez. Toutes les racines sont là. Et ça favorise énormément le fait qu'on ait respecté les 4 processus de fertilité des sols. Ça favorise la croissance de la plante qui va suivre. Un autre exemple,
un client qu'on avait qui avait une belle matière organique, mais avait des problèmes de sécheresse sans arrêt. C'était un client qui se travaillait énormément ses sols. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dans le fond, tantôt, ce que vous avez vu là, avec le sorgho, c'est notre mélange structurant qu'on a développé dans ce sens-là. Ici, c'est la vitalité biannuelle, qui est un mélange de seigle, veste velue. Dans ce cas-ci, j'avais du trèfle, je ne l'ai pas dans le biannuel, là, mais c'est quoi qu'on pourrait rajouter. Mais j'avais beaucoup de légumineuses et du seigle pour couvrir mon sol et nourrir mon sol tard à l'automne. Et dès le printemps, à la fonte des neiges, le seigle, la verse revient vert et commence déjà à nourrir notre biologie à la fonte des neiges et prépare le sol pour notre culture. Dans ce cas-ci, vous allez voir, je vous montre la prochaine vidéo, mais déjà en partant, je contrôlais mes mauvaises herbes. En premier aspect, je conservais mon humidité au niveau du sol parce que le soleil ne frappait pas le sol. Ça, c'est un point hyper important. Et regardez la biomasse que j'ai créée avec ça. La biomasse, on parle d'environ, dans le seigle plus velu comme ça, on est allé chercher peut-être un 6-7 tonnes à l'hectare de matière sèche, à part des racines, qu'on va rechercher un autre 5-6 tonnes. Donc, imaginez, j'ai laissé au sol un 12-13-14 tonnes de matière sèche pour nourrir ma vie microbienne. Puis en plus de ça, ce qu'on a fait, vous allez voir, on crée un habitat. Là. Quand on parle souvent, vous allez voir les résultats à la fin. J'ai créé un habitat avec des prédateurs, j'ai créé un habitat avec euh, beaucoup de diversité au niveau biologique. Et ce que ça a créé, vous allez voir un peu plus loin, là, ça, ce qu'on a fait, encore une fois, ce que je voulais, c'est garder les résidus au niveau du sol. Ce qu'on fait, c'est qu'on roule. Encore une fois, c'est une question d'équipement. Mais de plus en plus, les agriculteurs vont se diriger vers là parce que, premièrement, on contrôle nos mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes qui vont pousser là-dedans. Vous allez voir tantôt. Regardez tous les insectes qui bougent quand que je roule. J'ai fait une petite marche dans ce champ-là. Là. Vous voyez les fleurs bleues de Besse, le seigle. Il y avait des crapauds, des couleuvres, des grenouilles, Écoute, c'est fou la diversité qu'il y avait là. Et je me mets à la place d'une proie, là, puis je ne suis pas sûr que je filerais bien à René dans un champ comme ça. Là. Il y a des chances de se faire bouffer sont assez élevées. Fait que ce qu'on voit ici, c'est un semoir semi-direct. C'est pas ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a coupé, on a un petit disque à manière qui coupe le végétal. Vous avez le disque qui va mener la semence à bonne place et les roues qui viennent refermer le sillon. Les roues ont été modifiées aujourd'hui. Ce que je reproche des semi-directs aujourd'hui, c'est que les semoirs ne sont pas adaptés encore complètement. Et là, le semoir, comme vous voyez là, a été modifié. Ça, c'était à ses débuts. On l'a modifié 4 fois présentement. Là. La roue qui est en arrière n'est pas pareille, puis le disque est beaucoup plus gros en avant, fait qu'on performe mieux. Fait que aujourd'hui, on est capable de faire des semi-directs dans des sorgho de 8 pieds de long, sans même le travailler, sans même le faucher. Fait que ça, c'est l'équipement. Ce qui fait le semi-direct est abandonné, c'est le fait qu'on n'avait pas les bons équipements. Regardez ici, on avait semé une citrouille. Vous voyez comment que les citrouilles sont quand même à bonne distance et regardez le contrôle des mauvaises herbes. On a carrément contrôlé les mauvaises herbes. Euh, on garde l'humidité du sol. C'est un sol qui était souvent trop sec. Bien, l'effet de garder la paille, on n'a jamais manqué d'eau. S'il arrive un gros coup de pluie, on protège euh, la citrouille contre les pathogènes, comme des maladies fongiques, parce que les spores n'éclateront pas. Fait que dans ce cas-ci, regardez, là, 3-4 semaines après, le résultat, il y avait zéro mauvaise herbe. On n'a mis aucun fongicide, aucun pesticide. Et les résultats ont été tout simples. On a mis 50 unités d'azote, pas de potasse, pas de phosphore. Et regardez les résultats, tout simplement exceptionnels parce que notre sol est beaucoup plus fertile. On a respecté les 4 processus de fertilité des sols. Regardez la citrouille qui pousse sur la paille, très propre, pas de bouette. Dans le sol, il y a des spores de champignons. C'est prouvé qu'une courge, une citrouille qui pousse sur le sol va être dégradée au bout de 5-6 mois. La pourriture va se mettre là-dedans. Tandis qu'une courge qui pousse sur la paille comme ça peut rester 12 à 18 mois et rester encore très belle. Encore une fois, des super bonnes façons de conserver les produits. Donc ici, je vous montre ça. Et la paille, n'oubliez pas, nourrit votre vie microbienne qui nourrit la citrouille.
protège contre toutes les maladies fongiques, crée un habitat pour les prédateurs qui vont se nourrir des insectes qui sont les ravageurs. Donc, je vous le dis, là, aucun essai. Alors que les producteurs de courges, pas loin de là, étaient rendus à 8 fongicides, 2 insecticides, nous, on avait absolument rien. Absolument rien. Regardez les résultats, quantité de citrouilles impressionnante. Un autre aspect, les drones, de plus en plus, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait semé un trèfle avec chicorée au printemps tôt sur les gelées. Il y avait encore de la neige. Fait que ce qui est important quand on fait un semis intercalaire dans les céréales d'automne au printemps, c'est de le faire pendant la période de gel-dégel. Et ça donne des excellents résultats. La chicorée, je l'adore parce que c'est des racines. Vous allez voir, j'ai des vidéos un peu plus loin, là. La chicorée, structure en profondeur, racines pivotantes très profondes. Et le trèfle, lui, c'est en superficie. Légumineuse qui va apporter beaucoup d'azote. Et la chicorée, qui est une plante championne en recyclage de minéraux, donc 20 à 25 de protéines, très riche en azote, phosphore, potasse, donc une très belle plante. Fait qu'une fois qu'on récolte les céréales, tout est déjà en place, tout est prêt, on n'a pas à ressemer et le trèfle chicorée prend toute sa place. Un autre exemple ici d'un producteur qui, lui, a semé une vitalité biannuelle, qui était le seigle vesvelu. Regardez au printemps comment c'est vert, semi-direct dans un champ qui est vert, déjà très vivant. Et remarquez comment que la vitesse d'avancement est très lente. On prend le temps de bien semer. Ça, c'est un producteur dans la Beauce qui a des succès vraiment incroyables. Lui, ça fait 22 ans qu'il n'a pas touché à son sol. Aujourd'hui, avec des maïs de 2003 unités thermiques, ce gars-là fait des moyennes de 5 tonnes secs à l'autre de maïs, qui est tout simplement qui est plus que des producteurs dans la région de Saint-Hyacinthe. Fait que quand on parle de fertilité des sols, lui a compris qu'au-delà de la variété ou de l'hybride de maïs, le sol a un meilleur impact. Ce qu'il a fait, c'est qu'à 3-4 jours après le semis, il a arrosé son mélange. Fait que le temps que ce mélange-là se dégrade meurt par l'arrosage, eh bien, le plant de maïs est déjà germé, est déjà tout en place, protégé par la paille. Cette paille qui nourrit encore la biologie va garder l'humidité au niveau du sol. Donc, le maïs, au début, oui, le maïs est toujours un peu moins beau, mais à partir de l'été, une fois qu'il est parti au niveau de l'été, va prendre de l'avance énormément par rapport à celui qui est à nu. Ici, vous voyez qu'il n'a rien négligé. Encore une fois, il a rajouté, quand il a placé son 32 en azote, semé un intercalaire de régras, dans ce cas-ci, pour encore une fois continuer à nourrir la biologie du sol, garder l'humidité au niveau du sol, c'est hyper important. Vous le savez, l'eau, le maïs a besoin d'énormément d'eau. Il faut garder cette humidité-là. Ce que j'aurais pu conseiller aux producteurs, d'ailleurs, on va l'essayer l'année prochaine. J'ai fait un essai l'année passée qui a eu des très bons résultats. C'est une chicorée, encore une fois, avec le régras. Et regardez le maïs quand il est mûr. Déjà, le sol est très, très vert et très, très vivant en dessous du maïs qui, lui, est déjà mort. Donc, continue à nourrir notre biologie et à garder notre sol couvert. Et vous allez voir la chicorée, regardez, je vous parlais tantôt de la racine. Là. Regardez la racine, ça a été implanté, c'est une plante qui mesure juste 10 pouces de haut. Là. Regardez la racine comment dans une grosse argile, c'est une grosse argile dans la région de Sainte-Rosalie. Regardez comment que la racine structure le sol en profondeur. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. La racine est coupée parce qu'elle descend encore plus bas. Là. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Regardez le producteur. Ça, c'est deux producteurs différents. Regardez le producteur que ça fait 22 ans qu'il n'a pas travaillé son sol, qui a toujours nourri sa vie microbienne, qui a mis ça dans son vitalité biannuelle. Regardez comment que le maïs est vert. Et c'est là la différence entre un producteur qui va faire 4 tonnes de maïs à l'acre, comparativement à côté où ce que lui en fait 5 tonnes. Le même principe que la prairie, que la luzerne, un retour de luzerne, avec tous les principes qu'on a expliqués, produit plus parce que le sol est en meilleure condition. Un autre exemple ici de trèfle chicorée à travers le chou.
Fait que les producteurs créent un habitat pour les prédateurs qui va donner un bon impact et va favoriser le passage de la machinerie, va mieux supporter la machinerie lors de la récolte et garder l'humidité pour avoir une meilleure production de choux. Ça, on a eu des très bons résultats à ce niveau-là aussi. En conclusion, n'oubliez jamais les 4 processus de fertilité des sols: séquestration du carbone pour nourrir la biologie du sol, la biologie du sol qui va nourrir les plantes en échange avec les minéraux, favoriser l'infiltration d'eau, favoriser l'abondance d'eau dans le niveau du sol, que ce soit par la matière organique, par une meilleure infiltration d'eau, et favoriser la biodiversité pour avoir un maximum de différents minéraux qui fait que votre plante va être en meilleure santé, en meilleures conditions et produire un peu plus. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère pas avoir été trop rapidement. J'espère avoir été assez clair. Euh, Allons-y. Anne-Marie, s'il y a des Mais, questions. ben, merci beaucoup là, pour ta présentation. Vraiment beaucoup d'informations, vraiment intéressantes. Fait que dans le fond, je rappelle aux participants là, que vous devez lever la main là, pour que je vous donne le droit de parole si jamais vous voulez poser une question de vive voix. Je ne sais pas, Euh, Anne-Marie, si Roselyne, j'ai pas elle n'a pas intervenu beaucoup parce que je n'ai pas laissé beaucoup de temps. Roselyne, as-tu des choses à rajouter au niveau de. Non, j'ai rien à rajouter. Je pense que ça fait un peu le tour là, de l'ensemble de l'œuvre, là. C'est bien correct. Enfin, fait que s'il y a des questions, on est là, moi et Roselyne. Sinon, il y a aussi, ben, pour ceux, il y a peut-être des plus gênés, là. Sinon, il y a l'onglet questions et réponses aussi là, que vous pouvez utiliser là, en bas de votre écran. Donc, j'ai une question d'Éric Grenier. Oui, Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, Dans le fond, là, tu sais, quand tu parlais des mycorhizes, là, des mettre ça dans les prairies avant la culture ou à l'automne, dans le fond, je me demandais un peu de la manière de le faire. Puis là, tu sais, tu parlais d'une prairie de 3 ans, là, mais tu sais, mettons, là, je sais que nous, on va faire des prairies tout de bien un peu plus longues que ça, là, surtout dans oui. les prairies de graminées. Est-ce que c'est au semis quand même si la prairie est pour durer, exemple, 7 ans, ou bien tu vas le mettre quand même plus tard à mi-chemin ou. Non, non. La mycorhize, dans le fond, sur demande, la mycorhize va être dans votre mélange de semences. C'est déjà inclus dans vos semences si vous le commandez d'avance. Sinon, ça se vend en sac que vous pouvez prémélanger dans votre semoir, c'est pas un problème, mais vous faites ça au semis. Et l'effet de le mettre dans une prairie, bien, plus votre prairie va durer dans le temps, plus la mycorhize va être développée. Ce qui détruit une mycorhize, c'est le travail du sol. Et vous ne travaillez pas le sol. Fait que l'effet d'avoir un peu de la légumineuse, c'est sûr, favorise la formation de mycorhize, mais les graminées vont travailler aussi au niveau de la mycorhize, c'est pas un problème. Dans le fond, ce qui ne travaille pas au niveau des mycorhizes, c'est les crucifères. Les crucifères ne nourrissent pas les mycorhizes. Fait que ça, c'est ça qu'il faut faire attention, mais dans le cas d'une prairie, c'est pas le cas. Fait que non, au contraire, si votre prairie est là 5, 6 ans, votre système mycorhizien va juste être mieux développé. Là où l'effet négatif qu'il peut y avoir, c'est si vous labourez au bout de 6 ans, si vous faites un labour de 7, 8 pouces, et c'est là que vous détruisez les mycéliums et que là, il peut avoir un impact négatif. Fait que c'est bon pour les gens qui sont bien équipés pour des semis directs ou des petits travaux légers comme des chômeuses. Ça, on peut conserver les mycorhizes et avoir des effets positifs. Ça m'amène un peu à ma deuxième question, là, parce que tu nous as parlé un petit peu là, des chômeuses. Là, pour toi, c'est-tu un travail du sol, ça, ou bien c'est vu que c'est comme pas assez en profondeur, ça détruit comme pas la structure ou. Écoute, c'est pas parfait, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Dans le sens que tu sais, dans le fond, tu travailles ton sol sur le premier 2 pouces, à peu près 2 pouces, 3 pouces max. Fait que tu ne déstructures pas ton sol en profondeur, ça c'est une chose. Mais le désavantage, c'est qu'aussitôt que tu travailles ton sol, que ce soit un coup de déchaumeuse ou autre, tu peux, surtout pour les argiles, tu peux créer des croûtes de battance des fois au printemps quand il se met à mouiller fort ou des choses de même. Fait que l'effet d'avoir le bon équipement pour faire un semi-direct, ben là, tu t'évites tous ces problèmes-là. Mais on n'a pas tous les outils pour faire du semi-direct. Fait que, tu sais, j'explique c'est quoi qui est le mieux, mais après ça, c'est de faire ce qui est le moins pire avec les équipements que vous avez. Fait que c'est sûr qu'une charrue, personnellement, j'évite ça
à tout prix, là. C'est vraiment ce qui est de pire pour le sol. Mais des coups de déchaumeuse, des fois, pour ramener le sol, remettre ça d'aplomb, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Tu maganes beaucoup moins tes sols, tu gardes tes racines en profondeur, puis tu maganes pas ta mycorhize. Et c'est bon parce que là, ça, je me demandais si un entre-deux de déchaumeuse pour un peu contrôler les mauvaises herbes, si, si, si en contrôlant les mauvaises herbes, tu défaisais un peu ta structure, mais là, en tout cas, je comprends un peu ce que tu veux Ouais, dire mais tu parce sais, tu que comprends quand. Ouais, on est comme dans un j'avais la entonnoir. déchaumeuse avant que là, je faisais mettons, exemple, un travail minimum. Puis là, depuis 2 ans, j'ai vraiment un mois semi-direct que j'ai comme arrêté la déchaumeuse. Puis là, j'ai vraiment un problème de mauvaises herbes. Fait Oui. que là, je me demandais si je faisais pas quand même un petit coup de déchaumeuse pour ensuite faire un semi avec le semi direct, là, mais Éric, es-tu biologique? non. OK. Fait que là, Ce que tu j'ai peux comme faire, doublé mes arroseuses, mes OK. arrosoirs, ouais, Bon, mes passages d'arroseurs. ce que j'aime, si tu as un semoir semi-direct, moi, j'avais des problèmes de mauvaises herbes dans le soya. J'avais de la morelle noire qui était une mauvaise herbe épouvantable. Puis, tu sais, que je te parlais du vitalité biannuelle tantôt, là, un sec velu. Sec velu va étouffer ta mauvaise herbe au printemps très tôt. Puis l'effet d'être capable de semer direct dans ton velu seigle, il te reste 5 à l'arroser. Vu que tu n'es pas bio, tu arroses ça. Ce qu'on fait, nous autres, c'est 1 litre de Roundup, tu roules, tu sèmes là-dedans, puis ton paillis de seigle velu va contrôler ta mauvaise herbe. Ben ça, tu l'as semé quand, ça, cet Le, engrais-là? le seigle velu, tu sèmes ça à l'automne après une céréale. Ouais, mais Fait que, c'est ça qui est comme le hic, là, nous autres, mettons, la plupart du temps, là, quand on a fait nos récoltes de céréales, là, il est comme rendu trop tard là, pour semer quoi que ce soit. Fait que la seule chose qui marche, en tout cas, ouais. chez nous, c'est vraiment de faire un intercalaire. Là. Puis là, dans ce cas-là, j'ai pas trop le choix de faire du trèfle blanc. Là, mais... Oui, trèfle, tu peux faire trèfle chicorée comme je t'ai montré tantôt. Le trèfle blanc, par contre, le détruire au printemps, il est un peu plus dur. Ça prend des herbicides un peu plus tough, là. Tu sais, il faut faire du travail avec un mélange de, un mélange de dual puis de pursuit, des affaires de même qui vont être plus tough un peu sur ton trèfle UA, mais ça travaille très bien, effectivement, là. De faire un semi à voler dans une céréale d'automne ou un intercalaire d'une céréale de printemps. Ça, quand tu récoltes, c'est sûr que ça te donne une chance de partir beaucoup plus rapidement ta culture de couverture puis de venir semer là-dedans. Mais oui, tu peux avoir des très bons résultats là-dedans, là. Merci. Ça fait plaisir, Eric. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Luc ou d'autres questions ou juste intervention? Dernière chance. Les gens sont gênés. Bon, ben, c'est ça. Bon, ça faisait le tour pour cette présentation-ci. Merci, Luc et Roselyne. Ça fait plaisir. Là, je vais arrêter cette présentation-là. J'inviterai maintenant Catherine Terrien, qui est chargée de projet en agronomie là, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, là, à nous faire sa présentation. Ça sera pas bien long. OK, j'ai réussi à réactiver mon son. Maintenant, pas sûr que je suis capable de réactiver mon vidéo. Euh, Démarrer la vidéo. OK. Ben, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. L'objectif de ma présentation, ça va être simplement de vous présenter les projets qu'on a en cours à l'UQAT en lien avec les cultures de couverture.
Donc, je vais commencer en vous parlant un petit peu là, du projet de développement de la filière des grains biologiques en Abitibi-Témiscamingue sur lequel on travaille. C'est juste dans le but que vous compreniez là, dans quel contexte qu'on réalise des essais de culture de couverture. Après ça, j'ai quelques petites données statistiques sur les cultures de couverture en région. Je vais vous présenter l'essai de culture de couverture qu'on a fait en 2023. Ensuite, ceux qu'on a fait en 2024. Par contre, je n'ai pas encore les résultats là, pour ceux de 2024. On est en train d'analyser les données, mais je vais pouvoir vous parler brièvement des méthodes. Puis à la fin, constat et conclusion de tout ça. Donc, le projet de développement de la filière des grains bio, c'est un projet en 2 phases sur 8 ans. La première phase, c'était vraiment une phase d'état des lieux, là. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait savoir qu'est-ce qui se faisait actuellement dans le domaine des grandes cultures en Abitibi-Témiscamingue. Fait que pour ça, on a envoyé un sondage à tous les producteurs de grandes cultures de la région. On a aussi fait une étude de coût de production par modélisation d'entreprise type. Puis, on a fait un petit diagnostic là, du potentiel de développement de la filière. La phase 2 du projet 2023-2028, là, c'est vraiment une phase de recherche appliquée puis de co-développement avec les producteurs. Donc, pour faire ça, on a mis sur pied un réseau de fermes. On a 13 entreprises sur notre réseau, dont 10 entreprises qui sont en production bio, puis 3 entreprises qui sont en conventionnel, mais qui ont de l'intérêt à faire la conversion vers le bio. Puis, c'est avec ces entreprises-là, là, dans le fond, qu'on fait des essais chaque été sur leur ferme. Les cultures de couverture en Abitibi-Témiscamingue, ici, c'est des données là, qui sont issues du petit sondage qu'on avait fait en 2021. Donc, vous pouvez voir, on avait demandé aux producteurs, utilisez-vous des cultures de couverture dans votre rotation? Dans le cas des fermes conventionnelles, c'est pas très populaire, là. On est quasiment à 70% des fermes qui ont répondu qu'ils n'utilisaient pas des cultures de couverture. On a 3 producteurs qui ont dit qu'ils en faisaient en intercalaire, 4 qui ont dit qu'ils en faisaient en pleine saison, puis 6 qui en faisaient en dérobé à l'automne. Notre échantillonnage là, pour les fermes conventionnelles n'était pas très grand, par exemple. Là, on a une quarantaine de répondants sur 275 entreprises dans la région. Donc, ça se pourrait que le portrait soit un peu différent. Par contre, on a demandé là, la même question aux producteurs bio. Puis pour les producteurs bio, on a eu 16 répondants sur 24 entreprises totales en région. Fait que ça, c'est quand même plus représentatif. Puis là, le portrait est vraiment différent, là. Dans le cas des fermes biologiques, on a 12 entreprises qui font des cultures de couverture en intercalaire. On en a 2 qui en font en pleine saison, un en dérobé, puis une seule entreprise qui a dit qu'il ne faisait pas de culture de couverture. On a demandé aussi dans le sondage quels sont les enjeux techniques à solutionner pour augmenter la rentabilité et le développement de votre entreprise. À cette question-là, dans le fond, on avait des énoncés. Ici, il y a 11 énoncés. Puis, il fallait que les producteurs les classent de 1 à 11, 1 étant l'énoncé le plus important, puis 11 étant l'énoncé le moins important. Comme vous pouvez voir, la gestion des cultures de couverture, ça sortait majoritairement en 2e ou en 3e position là, dans l'importance des enjeux techniques à solutionner. Fait qu'on voit que c'est quand même vraiment une préoccupation là, des producteurs d'améliorer leur connaissance là, à ce niveau-là. Une autre question, on avait demandé quels sont les principaux défis associés à la conversion vers la production biologique. Cette question-là, on la posait à des gens qui avaient de l'intérêt pour faire la conversion vers le bio, puis à des gens qui étaient déjà en production biologique. Puis là, c'est un peu comme la question précédente. Il fallait classer des énoncés en ordre d'importance, un étant le défi le plus important. Puis ici, je crois qu'il y avait 8 énoncés, là, fait que 8 étant le moins important. Puis on voit que ce qui ressortait dans les enjeux les plus importants, il y avait la gestion des mauvaises herbes, la maîtrise des techniques de production, puis la disponibilité des fertilisants organiques. Donc, c'est tous des sujets là, qui touchent de près ou de loin les cultures de couverture. Pas exclusivement, mais quand même, là, c'est des sujets que les cultures de couverture peuvent être des outils, là. Donc, avec notre réseau de ferme, on fait des rencontres de réseautage à chaque année. Puis, les cultures de couverture, c'est des sujets qui revenaient beaucoup dans les discussions.
Fait que quand on est venu pour proposer des essais à réaliser en 2023 aux producteurs, ben, on avait proposé de faire des essais de culture de couverture en dérobé, puis on avait proposé aussi de faire des essais de trèfle en intercalaire. Puis finalement, on avait demandé là, aux producteurs de voter pour quel essai ils voulaient faire. Puis c'est les essais 1, 2 et 5 qui avaient été choisis. Donc l'essai de culture de couverture en dérobé avait été retenu. Puis l'idée des producteurs, ils voulaient vraiment moins travailler leur sol à l'automne et essayer d'apporter une source d'azote aussi dans la rotation. Puis, on a quand même une saison très courte là, de croissance en Abitibi, fait que ça prenait quand même là, des choses qui s'établissent assez rapidement à l'automne. Donc, ce qu'on a proposé, moi puis ma collègue Stéphanie, comme essai, ben, c'est comparer 3 types de mélanges pour essayer de déterminer lequel qui est le plus productif. Donc, on avait du pois pur, on avait un mélange d'avoine-pois 50-50, puis on avait un mélange avoine-pois radis, 45 pois, 45 avoine, puis 10 radis. Puis aussi là, un témoin de sol à nu là, pour se comparer. Puis, ce qu'on a fait, c'est on a fait des bandes alternées. Dans le fond, c'était très simple, là. La bande, c'était la largeur du semoir du producteur fois la longueur de son champ. Puis, on a essayé là, d'alterner tout le temps les bandes pour pas que si jamais s'il y a un coin du champ qui est moins beau, là, que ça soit une source de biais, là. Puis, les données qu'on a mesurées, c'est l'établissement du couvert des cultures de couverture puis des mauvaises herbes. On a mesuré la biomasse du couvert de couverture puis des mauvaises herbes. On a fait 4 quadras par bande qu'on a récolté. Puis, c'est ça, on a séché la matière, puis après ça, on l'a pesé. Puis, après ça, on a mesuré la teneur en carbone puis en azote de la biomasse qu'on avait récoltée. C'est ça. Dans les producteurs qui ont fait l'essai, il y avait 4 producteurs qui avaient choisi cet essai-là à la base. Le premier producteur, il était au Témiscamingue. Il a établi l'essai à la suite d'un orge-pois. Il a réussi à semer le 18 septembre, puis nous, on est allé récolter le 2 novembre, donc à peu près 45 jours de croissance. Comme vous pouvez voir, là, ça, c'est la journée de la récolte, là, l'image à gauche. Donc, il n'y a pas énormément de biomasse. Après ça, le deuxième producteur, contrairement au premier puis au troisième, lui, il n'a pas semé en rang, il a semé à la volée les différentes bandes. Puis, l'idée, c'était de venir après ça faire un travail de sol pour incorporer la semence. Mais le producteur a vraiment manqué de temps. Il n'a pas été capable d'incorporer la semence. Puis finalement, ça a vraiment mal levé dans son champ. Fait qu'on a décidé de ne pas aller récolter. Là, ça ne valait pas la peine. Il n'y avait pas assez de stock. Donc, on a un peu abandonné l'essai. Le troisième producteur, c'est un producteur de l'Abitibi. Lui, il a semé après du nivellement. Fait que lui, ça lui a permis d'avoir une période un petit peu plus longue pour la croissance. Il a semé le 21 août, puis il a récolté le 1er novembre. Fait qu'on a une biomasse un peu plus intéressante, mais encore là, il aurait manqué quelques semaines, là. C'est pas le plus gros couvert. Puis comme vous voyez, il était le temps qu'on ait récolté, là, et il y avait de la neige au champ. Le quatrième producteur que j'ai dit, c'est ça qui avait abandonné l'essai. Lui, je pense qu'il avait l'intention de semer après sa récolte de blé. Puis finalement, là, il était rendu trop tard dans la saison, puis ça ne valait plus vraiment la peine d'aller implanter l'essai. Donc, au niveau des résultats, pour la biomasse de culture de couverture, pour le producteur 1, vous pouvez voir en bas, la petite bande B, c'est le pois, la C, c'est l'avoine-pois, puis le D, c'est l'avoine-pois radis. Puis, quand on est allé récolter, moi puis ma collègue, on a vu qu'il y avait une partie du champ qui n'avait pas été travaillée. Puis c'était les retours d'orge-pois qui avaient repoussé. Puis on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de biomasse. Fait qu'on s'est dit, ben, crème, c'est intéressant de comparer juste les rejets de batteuses par rapport à notre semis de culture de couverture si, dans le fond, ça aurait été mieux, tu sais, de juste laisser ça comme ça. Puis ce qu'on a vu, c'est ça. On obtenait à peu près là, 200 kilos de biomasse par hectare pour le pois, l'avoine-pois.
plus dans les alentours de 450 kilos de biomasse pour l'avoine pois radis, qui était significativement plus élevé que pour le pois puis l'avoine pois. Puis après ça, pour juste le retour d'orge pois, on obtenait plus de 1000 kilos par hectare, ce qui est à peu près là, 60% plus élevé que l'avoine pois radis. Si on regarde après ça au niveau de la biomasse des mauvaises herbes, ce qui est quand même surprenant, c'est que malgré le super petit couvert de biomasse qu'on avait, il y a quand même eu un effet du couvert de culture de couverture sur les mauvaises herbes. La bande A, dans le fond, c'était nos bandes à nu. Donc, étonnamment, les couverts ont permis de diminuer la pression de mauvaises herbes de 74 à 88 par rapport aux témoins de sol à nu, malgré la vraiment petite biomasse. Au niveau, là, c'est le producteur 3. Donc, lui, la biomasse de pois puis d'avoine pois, on est à peu près à 500 kilos par hectare. L'avoine pois radis, là, on est plus dans les alentours de 700 kg par hectare. Le radis, on a vu, il pousse quand même très bien là, à l'automne, tolère bien le froid. Donc, c'est significativement plus élevé que les autres traitements. Puis, quand on compare les biomasses de mauvaises herbes, un petit peu le même constat là, que pour le producteur 1, c'est que malgré que la biomasse n'est pas très élevée au champ, ben, on arrive quand même bien là, à contrôler les mauvaises herbes par rapport aux témoins. Dans ce cas-ci, c'était une réduction de 53 à 67 là, par rapport à un sol nu. Après ça, je m'étais amusée là, à faire un petit budget partiel de l'azote disponible à apporter par les cultures de couverture dans le but de voir est-ce que ça vaut la peine, là, juste point de vue azote, est-ce que ça vaut la peine d'instaurer des couverts comme ça à la dérobée, même s'il est un peu tard en saison. Puis pour attribuer une valeur à l'azote disponible, je l'ai mis en équivalent de fumier de poule granulé 55 unités d'azote, puis à 275 par tonne métrique. C'est un produit là, quand même assez populaire en région là, pour les producteurs biologiques. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Puis, ce qu'on voit, là, c'est qu'on n'apporte pas là, suffisamment d'azote avec nos couverts végétaux pour compenser là, le coût des semences puis le coût du semis. Donc, dans ce cas-ci, ça aurait été mieux, financièrement parlant, de juste laisser le retour d'orge-pois au champ. Là, par exemple, on s'entend, c'est juste pour l'azote disponible. Là. Les cultures de couverture, ça a quand même, comme Luc a parlé tantôt, beaucoup d'autres bienfaits là, sur le sol. Là. Donc, mais qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer l'année même de la culture. Donc, mais il faut quand même les garder en tête. Là. Fait que même chose pour le producteur 3, même si, bon, la biomasse qu'on apportait était un peu plus élevée, ben, on n'arrive toujours pas là, à compenser nos coûts d'implantation. Ça prendrait à peu près, on arrive ici à des niveaux d'à peu près 8 kilos d'azote par hectare, puis ça prendrait des niveaux d'à peu près 40 unités d'azote par hectare pour rentrer dans les coûts. Ce qui est très possible, là, on le voit dans le sud de la province qui réussissent à faire leur période de couvert est plus longue et de croissance, ben, ils réussissent quand même assez facilement à aller chercher ces unités-là. Là, fait que c'est une question de travailler différemment. Là. Bon, les essais qu'on a faits en 2024, cet été, il y a un producteur le producteur 3 qui avait fait l'essai, en fait, a refait le même essai qu'en 2023 de avoine pois radis. Il l'a encore fait après du nivellement, mais cette année, il a réussi à semer le couvert le 8 août au lieu du 21 août. Donc, le couvert était quand même beaucoup mieux établi, puis il y avait quand même pas mal plus de biomasse. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir donné cette année. Il y a des producteurs qui ont voulu faire un essai un petit peu différent. Là. Il y a 4 producteurs qui ont voulu tester le radis en dérobé à l'automne, radis pur.
L'idée, c'était de voir quel effet que le radis allait avoir sur les mauvaises herbes, puis aussi sur les conditions du sol au printemps. Parce que c'est ça, l'effet de pas nécessairement travailler le sol à l'automne puis de laisser la végétation. Des fois, ce que ça fait, c'est qu'après ça, au printemps, le sol sèche pas vite puis on a de la misère à rentrer dans le champ. Fait que l'idée, c'était de dire, ben peut-être que les carottes de radis vont aider l'eau à circuler dans le sol puis à faire en sorte que le sol s'assèche plus rapidement puis qu'on puisse rentrer dans le champ. Par contre, on n'a vraiment pas réussi à semer de bonne heure, là. Le radis, les producteurs voulaient le faire après des cultures de céréales, puis finalement, ça nous a mis, on a semé un essai au 18 septembre, puis un autre au 22 septembre. Moi, quand je suis retournée voir les champs à la mi-octobre, le radis était au stade de cotylédon. Fait que, on va oublier les grosses carottes pour cette année. Puis on a même 2 essais là, qu'on n'a pas réussi à semer parce que bon, le temps que les producteurs récoltent puis aient travaillé leur champ, là, on était rendu en octobre, puis ça valait plus vraiment la peine d'implanter. Puis finalement, le dernier essai qu'on a fait, c'est un intercalaire de trèfle dans une culture d'avoine. C'est un producteur qui est en conventionnel puis qui avait jamais essayé les intercalaires. Fait que c'était une première pour lui. Puis on voit que le trèfle a quand même bien pris. Par contre, le producteur avait eu des problèmes avec son semoir. Donc, on a semé un peu tard là, l'intercalaire dans l'avoine. On est allé le semer avec un petit semoir à la volée en 4 roues, là, juste pour les fins de l'essai. Donc, on voit que dans les bords de champ, le trèfle s'est super bien implanté, mais dans les entrerangs d'avoine, il a manqué un peu d'eau et de lumière, là. Euh, on dirait que je suis plus capable. OK, bon. Côté constat et conclusion, ben, ce qu'on voit, nous autres, qu'on se rend vraiment compte, ce que les essais ont mis en évidence, là, c'est que les producteurs ont vraiment peu de temps pour réaliser des semis à l'automne. Fait que ça nous permet un peu de douter là, de la rentabilité des fois là, d'instaurer un couvert dans des vraiment petites périodes de croissance. Par contre, on voit que les mélanges de cultures de couverture, ils ont vraiment un effet significatif sur les mauvaises herbes, malgré des petits volumes. Puis là, on est vraiment en train de réfléchir à des façons différentes de travailler pour être capable d'avoir des plus longues périodes de croissance de nos engrais verts, là. Tantôt, Luc a parlé de drones. C'est une stratégie qu'on est en train aussi de réfléchir, aussi de plus travailler avec des cultures d'automne dans nos rotations. Puis voilà, là, on n'abandonne pas les essais de culture de couverture à l'UQAT, c'est sûr, mais on va essayer des penser différemment là, pour les prochaines années. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, merci Catherine. Je vois déjà qu'il y a des questions, ça ne sera pas bien long. Donc, une question d'Éric Grenier. Donc, normalement, tu devrais être capable d'activer ton micro. C'est bon? Oui. Ben, c'est pas tant une question, mais un peu un essai que j'ai fait malgré moi là, avec l'intercalaire justement dans la céréale là, avec du trèfle blanc. Là. Je te disais que c'est peut-être la 6e année que je faisais de l'intercalaire. Puis là, avant, avec mon semoir que j'avais plus en conventionnel, je mettais l'intercalaire vraiment au semis là, dans la boîte à millage avec la céréale là, qui faisait qu'elle était vraiment implantée en même temps. Puis tu sais, les résultats étaient quand même bons, puis quand même rapides, là. Puis elle venait pas trop en nuisance non plus. Elle restait dans le fond en petit jusqu'à temps qu'on récolte, puis après ça, elle explosait un peu après les récoltes. Puis là, dans le fond, j'ai changé le semoir, puis là, le nouveau semoir, lui, avait pas la boîte à mie. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais le faire à la volée après la fin des semis. Puis, dans le fond, tu sais, par le temps là, que j'ai fini les semis de céréales, on n'était plus très loin de faire des arrosages dans les premiers champs semés. Fait que je me suis dit, bon, tant que ça, je vais peut-être attendre de faire les arrosages, puis semer après les arrosages. Comme ça, ben, tu sais, les produits, c'était plus facile de gérer les produits, là.
Puis, fait que dans le fond, l'intercalaire a été semé là, plus début juillet. Puis quand on a fait les suivis, là, comme en août, ouais, en août, là, c'était quand même assez décourageant. Là, je m'étais dit que finalement, j'avais comme quasiment payé des graines pour rien. On voyait presque pas de trèfle à nulle part. Puis pour finalement, rendu au battage, là, que c'était quand même assez étonnant que, tu sais, juste comme pas tout à fait un mois plus tard, là, ça avait déjà changé de beaucoup. Puis finalement, un coup que les battages ont été faits, là, ça a quand même explosé. Au final, là, à la fin de la saison, comme végétative, je te dirais qu'il n'y avait presque pas de différence là, sur le couvert entre l'implantation au semis ou comme début juillet. Ça a quand même été assez étonnant. Je sais pas Ouais, trop si. non, effectivement, là, puis il y a plein d'autres producteurs en région qui font des pratiques similaires à la tienne puis qui réussissent vraiment bien, là. Nous, dans le cas de l'essai, c'est plus le producteur a semé déjà son avoine tard. Après, là, il y a eu des problèmes avec son semoir. Fait que là, on a semé, je pense, troisième semaine de juillet, là, son intercalaire de trèfle. Puis là, après ça, ben, il a récolté son avoine vraiment tard. Fait que là, ça ne laissait pas une grosse période pour le trèfle, là, pour décoller une fois que la culture principale était plus au champ, là. Mais, tu sais, normalement, si tu es capable de battre ta céréale pas trop tard en septembre, ben, tu sais, il reste encore beaucoup de temps après ça pour que ton trèfle décolle, puis ça donne quelque chose de très bien, là. Fait que non, en général, Effectivement, il y a ça qui a quand même aidé, là, qui a comme compensé, comme tu viens de dire, là, on a eu une belle début d'automne qu'on a été capable quand même de récolter assez tôt, contrairement à d'autres années, qui a quand même aidé. C'est sûr qu'avoir récolté en octobre au lieu de septembre, ça aurait peut-être été différent, mais comme je disais, même rendu au battage, c'était quand même assez surprenant comment que ça avait changé en peu de temps. Fait que des fois, même si on bref, tout ça, c'était pour dire que même si des fois on pense que ça ne donnera pas grand résultat, puis c'est décourageant, des fois, juste le fait de laisser aller les choses, ça peut changer rapidement. oui, effectivement, le trèfle blanc, on le conseille là, quand même beaucoup là, d'en mettre, ça donne habituellement des très bons résultats, là. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Catherine? Je ne l'ai pas précisé, là, mais l'option lever la main là, est au bas de votre écran, là, si jamais, là. Donc, ça serait complet, mais merci beaucoup encore, Catherine, pour ta présentation. Merci. Donc, j'inviterai maintenant Daniel Coutu, qui est copropriétaire là, de la ferme d'Anicor à Cloutier, à ben, nous présenter d'abord son entreprise, les pratiques qu'il réalise là, sur sa ferme, puis les bénéfices là, qu'il en tire là, pour son entreprise. Donc, oups. Est-ce que c'est prêt à commencer, Anne-Marie? Oui. Bon, ben, bonjour tout le monde. C'est une demande vous parler un petit peu de ce qui se passe chez nous, d'où on est issu là, au niveau de l'entreprise, puis où on en est rendu. Alors, l'entreprise a été acquise en 78 et puis on était une entreprise laitière. Je dois dire que au fil des années, et puis même au début, on a toujours eu une certaine, on a toujours été, sans être biologique, toujours versé un peu vers l'écologique. Alors, juste un exemple, les tas de fumier complets ont toujours été compostés et pas étendus seulement autour de la ferme, mais à grandeur de l'entreprise. En 2014, on a vendu le troupeau. On commençait à être fatigué, là. Et puis, en 2000, on s'est tourné. Disons que dans les années précédentes, ou dans les années qu'on était producteur laitier, on faisait déjà de la grande culture, mais pas aussi intense comme dans les dernières.
En 2014, on a vendu le troupeau. En 2015, on s'est tourné vers les grandes cultures. La première année, on est allé dans le conventionnel. J'ai détesté mettre les engrais chimiques qui nous étaient demandés sur le contrat. Alors, cette année-là, la décision a été prise de faire la transition biologique, ce qui fut fait. À partir de 2016, étant donné que beaucoup de champs eux-mêmes avaient poursuivi ces herbicides-là, ou les différents fongicides ou pesticides désirés dans les euh, sous contrat, on avait déjà des terres ils ont pu entrer immédiatement faire leur transition biologique immédiatement. Et puis, ça s'est continué. En 2017-18, la ferme est entièrement en biologique. À ce moment-là, on est allé chercher des consultants pour savoir justement comment s'y prendre. Et on a déjà commencé à ce moment-là les intercalaires et les engrais verts. Au niveau des intercalaires, on a fait plusieurs essais. Ils n'ont pas tous été réussis. Par contre, on s'est rendu compte que le trèfle Ouya était un élément assez important dans notre structure chez nous. Il s'applique bien, il germe facilement. La méthode culturelle que j'ai employée, c'était surtout après le semis des céréales ou à ce moment-là, j'ai une eau rotative qui est double. Et puis lorsque les plants étaient déjà au niveau cotylédon ou même au niveau fil blanc, alors, je parle surtout des mauvaises herbes, ça tombait toujours à peu près lorsque la culture de céréales était entre 2 feuilles et 4 feuilles. À ce moment-là, je pouvais passer la houe. La houe est une houe double. Et puis le semoir, il est un semoir à air. Et puis il projette les graines de semences, de millage ou de fourragère, si vous voulez, à travers ce qui est projeté dans les airs par les houes. Ensuite de ça, on avait tendance à rouler. On a eu toujours un bon couvert de culture de couverture à ce moment-là. Et puis, c'est d'ailleurs le même processus que j'utilise lorsque je remets des fourragères, par exemple, un millage à travers les champs. Et puis, surtout dans les millages, ben, c'est un mélange de plantes fourragères. Et puis, ça a un très bon résultat. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte au fil des années, lorsqu'on fait plusieurs cultures de couverture, c'est pas de mal, je vais l'expliquer autrement. Lorsque je vais utiliser des rotations de culture pendant plusieurs années, c'est-à-dire que je vais venir avec une légumineuse, ensuite une graminée, je vais revenir avec une légumineuse, un autre graminé ou deux sortes de graminées différentes. J'avais acheté au départ la culture de couverture parce qu'on nous la proposait beaucoup pour le contrôle des mauvaises herbes, ce qui est très efficace effectivement dans les 2 ou 3 premières années, mais après ça, là, c'est une perte de contrôle. Même en utilisant la houe, même en utilisant le peigne, on n'a pas réussi à obtenir un contrôle des mauvaises herbes. Moi, Daniel, tout d'un coup, un petit problème de son, là. Je ne sais pas si tu peux te rapprocher de ton ordinateur. Ça fonctionnait très bien au début, là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mieux? Oui, comme ça, c'est mieux. Merci. Bon, d'accord. Cette valeur, vous allez me voir la face un peu trop. Alors, ce que ça a fait, c'est que ça a pas, j'ai pas obtenu ce que je désirais au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Par contre, je me suis rendu compte que les sols avaient beaucoup amélioré leur structure. Au niveau des matières organiques, tout ça, là, quand même, on est assez élevé. Là, je dirais que la moyenne de matière organique sur les sols ici est à 7. Les pires sols sont pas mal autour de 5. Puis ils n'étaient pas là, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à faire des cultures de couverture avec autant d'intensité. C'est certain que les sols n'ont pas été travaillés après ça le printemps. C'est tout simplement, je donnais un coup de mode finisher où on se met par en arrière. Et puis, par contre, ça n'a pas été suffisant vraiment pour ces contrôles des mauvaises herbes-là. La dernière année, j'ai dû changer mes optiques parce que on en est revenu. Peut-être que c'est à cause que les sols sont devenus tellement riches. Les mauvaises herbes, particulièrement le chardon et le laitron, ont tendance à apparaître beaucoup, beaucoup plus rapidement et finalement finir par étouffer une grosse partie des cultures.
Alors, là, cette année, j'ai changé un peu parce que j'avais pas le choix à un moment donné. Peut-être Roselyne ou Luc pourraient nous indiquer un petit peu plus pourquoi. Mais là, j'ai dû travailler les sols à l'automne parce que là, on était carrément en train de perdre nos champs par le mauvais herbe. Fait que là, dans la prochaine année, on va savoir un peu plus comment ça va. Par contre, une des choses que j'ai faites, c'est utiliser passablement des engrais verts. Et puis ici, le résultat quand même était bon parce que les engrais verts, je vais surtout les appliquer lorsqu'on va avoir une prairie qui va s'en aller vers une culture ou une rotation de culture dans les années subséquentes. Je vais souvent travailler mon sol soit avec une sous-soleuse ou carrément un labour. Et puis, au même temps où je fais ça, je vais appliquer un engrais vert. Habituellement, c'est un mélange de avoine, radis, pois, à 50% pois, 30% avoine et 20% radis pour 100 livres à l'acre. Et puis ça, définitivement, lorsqu'on est rendu à l'automne, le tapis est assez impressionnant. Et puis celui-là va passer l'hiver là. Et puis c'est ce qu'on va servir habituellement comme engrais tout simplement sans rajouter autre chose pour la première culture qu'il va avoir. C'est sûr que si j'y vais avec un chanvre, à ce moment-là, je vais avoir tendance à rajouter un peu de fumier de poule granulaire. Pour le blé, j'ai fait 2 essais, soit que j'en rajoutais pas beaucoup ou j'en rajoutais pas, et puis ou j'en rajoutais un peu plus. J'ai pas vu de différence de rendement, et puis j'ai pas vu de différence non plus au niveau de l'indice de chute ni de protéines dans le blé. Alors, je me dis qu'avec une bonne préparation d'un sol qui est en santé, on est capable de sortir quelque chose qui a de l'allure de ce niveau-là. À ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est de la suite des choses, ben là, c'est encore de l'observation qui va s'en venir. Et puis, probablement que Catherine, que vous avez vue tantôt, est intervenue, elle aussi, là, elle a vu l'an dernier qu'est-ce qui s'était produit au niveau des mauvaises herbes. Et puis, c'est là qu'on a pris une mesure différente. En ce qui concerne ce qu'explique Luc au niveau des Excuse-moi, Daniel, encore une fois, je sais pas. Au début, c'est ça, on t'entend très bien, mais on te perd par moment, là. Je sais pas, ton micro, il se situe dans ton ordinateur? Oui. Hein? J'essaie de continuer. Quand même, est-ce que ça va, là? Ouais, ben c'est ça. Comme ça, on t'entend, mais c'est ça, c'est que par moment, bon, j'aviserai si on te repère, là. Fait que... OK. Ben, en tout cas, finalement, c'est un peu ça, là. Le, le résultat que j'en ai, c'est que ça a vraiment augmenté la qualité des sols. Les racines ont fait le job en masse. Si vous voulez revenir en prairie après 3 ou 4 années de culture en rotation avec un trèfle blanc comme un Yuya, c'est un sérieux problème parce que le Yuya va s'être bien implanté. Et puis, il est un peu plus difficile à détruire pour revenir dans des prairies où moi, j'ai pas besoin vraiment de légumineuses parce que mon commerce, c'est un foin de chevaux. Donc, j'ai plus besoin de graminées. Alors, c'est à peu près ça le résumé que je peux vous faire. S'il y a des questions, ben, je suis disponible. Parfait, merci Daniel. On va peut-être, c'est ça pour les petits bouts qui ont manqué. Je ne sais pas si parmi les spectateurs, vous auriez des questions là, sur. Malheureusement, il y a des petits bouts qui ont coupé, là. Fait que. Une question de Luc Brodeur. Tu peux y aller, Luc. Oui, Daniel, Oui. c'était juste pour ajouter, tu sais, quand tu faisais tes cultures de couverture, puis tu mettais une céréale après une culture de couverture, peut-être juste une parenthèse pour peut-être aussi t'amener une piste de solution. Tu sais, des fois, l'azote, là, on l'a souvent en début de saison, c'est pas un gros problème dans le sens où ce que tous tes résidus d'engrais verts, comme le radis, le pois, l'avoine, c'est des plantes qui étaient quand même restées assez jeunes. C'était des plantes qui ont monté à 15 pouces de haut à peu près dans ton champ, 15-20 pouces. Oui, c'est ça, dans les 15-20 pouces, des fois plus. Mais par contre, si tu prends les radis, là, on avait des radis qui avaient jusqu'à 18 pouces de long. OK. Mais il n'y avait aucune plante qui est arrivée encore à floraison. Des fois, le pois. OK, parfait. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toutes des plantes qui ont des ratios C sur N assez bas.
parce que c'est des jeunes plantes. Fait que la décomposition de ces plantes-là au printemps se fait assez rapidement, puis pour s'assurer d'avoir de l'azote plus tard en saison, c'est là que le côté carbone, tu sais, de la paille ou des résidus plus pailleux, c'est là que ça va t'aider à long terme à améliorer la fertilité de tes sols. Dans le sens, c'est la dégradation de cette paille-là qui est plus longue va t'amener l'azote plus tard en saison. C'est sûr, dans votre coin, vous n'avez pas de maïs, c'est moins pire. La céréale est. Mais quand même, au mois d'août, c'est important d'avoir encore, là, quand tu es en remplissage de grains, là, fin juillet, début août, c'est important d'avoir encore cet azote-là. Fait que plus tu vas semer tôt ton engrais vert, plus tu vas être haut en ratio carbone-azote, plus ton azote va se libérer lentement à long terme dans la saison. Fait que Moi, ce que je disais tantôt, c'est que lorsqu'on va semer un engrais vert, de la façon dont je vous ai parlé, c'est sur un retour de prairie. Ça veut dire que ça va se faire, on va faire une première coupe. Normalement, c'est en juillet qu'il va être semé, mon engrais vert. Ah, ça, c'est hot. Ça va être bien parce que tu vas aller chercher vraiment un volume et un ratio carbone-azote plus élevé, ce qui fait que tu vas avoir un meilleur retour là, au niveau de ton sol. Ben, en tout cas, c'est là que j'ai vu que mes essais, là, que je rajoute du fumier de poule ou non, je ne voyais pas de différence ni dans le résultat du volume de récolte, ni dans la qualité du grain. Puis, un autre aspect, quand tu fais ça sur un retour de prairie, Daniel, là, toutes tes racines de graminées là, qui sont là en profondeur parce que c'est des pérenniales, c'est des plantes qui sont des pérenniales, ça t'amène une bonne quantité d'azote. C'est pour ça que tu n'as pas vu une grosse différence. Fait que des retours de prairie, comme moi j'ai parlé tantôt, qui étaient très fertiles, en partie, c'est à cause de la quantité de racines qui s'est développée dans les 3, 4, 5 années de ta croissance de prairie. C'est là que tu as gagné beaucoup. Fait que ça, c'est des points hyper intéressants pour toi pour aller chercher du volume. Ouais, puis où ce que j'ai vu le gain aussi, c'est que en ayant fait ça, cet engrais vert-là, dans la manière dont je le fais, sur une prairie, dans les 2 ou 3 années subséquentes, comme je disais, j'ai pas de mauvaises herbes. Mm. Oui. C'est à ce moment-là que je vois qu'il y a peut-être un certain contrôle au niveau de par le trèfle ou par l'intercalaire qui est mis, mais c'est pas optimal comme ce que j'aurais voulu si je tombe en rotation de 5 ou 6 ans de culture avant de revenir en prairie. Tu sais, les mauvaises herbes, là, Daniel, là, plus tu travailles le sol, plus tu vas avoir de mauvaises herbes, puis plus ton sol est déstructuré, c'est là que les mauvaises herbes prennent le dessus parce ils ont la capacité autre que nos plantes comme les céréales qui sont moins tough, moins rough. Fait que plus on travaille nos sols, plus on favorise la propagation de mauvaises herbes. Ça, c'est clair, net et précis. Là. Fait que ta prairie, elle a étouffé tes mauvaises herbes. Oui, puis ce travail de sol-là, là, avec les intercalaires, nécessairement, je ne le faisais pas l'automne non plus, parce que je laissais le trèfle passer l'hiver. C'était fait seulement au printemps, un coup, puis c'était tout de suite suivi des semis. C'était pas long, puis de la façon dont je vous ai dit. Mais c'est pas suffisant. Là, on est rendu à un point où il a fallu agir cet automne, et puis il va falloir agir au printemps aussi différemment. Parce que là, à un moment donné, c'est la perte complète, là. Il n'y a plus de récolte possible. Non. Puis la mauvaise herbe, c'est vraiment agressif. Fait que c'est, tu sais, aussitôt que tu te ramènes la lumière au niveau du sol, c'est là que la banque de mauvaises herbes se réveille. Fait que quand tu as une prairie, puis tu fais 4-5 ans sans travailler ton sol, tu baisses ta banque de mauvaises herbes, c'est clair que tu le contrôles pas mal mieux. Ouais, puis étant donné que, ben moi, là, je pense que le fait que ces sols-là ont eu des intercalaires pendant 4 ou 5 ans, sans être travaillés, à part au moment où il y a le semis, puis je vois dans mes rapports d'analyse de sol, là, les terres sont riches. Là, puis pour le volume de mauvaises herbes, la façon dont ils se déplacent, ils se forment et puis qu'ils se développent, puis la hauteur qu'ils atteignent, ben là, à un moment donné, les sols devaient être riches. Sauf que c'est pas nécessairement la plantation ou la culture que je veux qui en profite. Exact. Mais très bon point, Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos conférenciers d'aujourd'hui? Donc, je ne vois pas de personne lever la main dans l'onglet questions-réponses non plus. Donc, ça serait complet. C'est ce qui mettrait fin là, au webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde pour votre participation.